Et oui, c'est vendredi, vous êtes avec la bande AJM de retour à l'arrobase, mais aussi avec Maxime Martinique et en simultané vidéo sur www.gtmag.fr, le magazine automoto des Antilles françaises. Elles et ils font le buzz chaque semaine dans le paysage audiovisuel. Et je regarde la télé, j'écoute la radio et tout ça, et je vois qu'elles font le buzz, nos chroniqueuses, et nos chroniqueurs aussi d'ailleurs. Ils sont là, ils sont bien là, je veux parler. Vous les connaissez maintenant par cœur. Andrea Tufano, s'il vous plaît, que vous retrouvez aussi sur gtmag.fr pour les essais. Vanille Lumounia qui est de retour de Bretagne, donc on l'aura la semaine prochaine. Éléonore Théodose, qui présente le 20h de TF1, bientôt. Peut-être sur France 3. C'est pas un objectif, figure-toi. Même si on me le proposait, je pense que je dirais non. Tu dirais non pour le 20h? Mais parler d'actualité, tout ça, c'est sympa. J'adore. À chaque fois, on se moque, mais on sait ce qu'on aime et on sait ce qu'on aime moins. C'est vrai aussi. Faut aimer présenter des informations en continu. Il y a des gens pour qui le 20h, c'est un objectif, puis d'autres non. Chacun ses passions. Toi, tu es dans la culture plutôt, je trouve. Oui, tu es bien dans la culture. Tu es bien installé, je trouve. Mais ça lui va très bien. On remercie aussi Yona Namrit, s'il vous plaît, qu'on applaudit bien fort, qui est ma chroniqueuse préférée dans l'éducation nationale. En fait, c'est vrai qu'il n'y en a qu'une en plus en même temps, mais je l'adore. Voilà. Il n'y a pas trop de concurrence. Et dans cette émission, on est très féministe, donc, mais on a été obligé quand même, pour tenir la parité, avoir 2 chroniqueurs minimum, donc ça c'était obligatoire. Donc Éric Rouget, qu'on peut applaudir bien fort. Que j'oublie des fois d'ailleurs même, justement. Voilà. Et Nicolas Aron, qu'on applaudit très très fort. Bonsoir aussi. À tous. Le spécialiste justement normalement des athlètes. C'est lui qui aurait dû recevoir normalement ce soir notre athlète. Ouais, c'est vrai, un athlète étonnant. surprise. Mais il reviendra après, quand il fera 2 tours, il reviendra. Voilà. Vous avez vu que j'ai fait exprès de ne pas le présenter pour des raisons précises, parce que dans mon texte, il y a des choses qu'il faut que je dise avant. Donc on ne dit pas qui c'est, on va le savoir tout à l'heure. On est sur Maxi, et Maxi vous propose toujours des gens extraordinaires. Toute l'équipe, justement, toute l'équipe est drivée par JM, de la bande AJM, qui va traverser le désert à la rame en 2025. Grosse pression sur mes épaules. En pleine préparation. Parce que traverser le désert à la rame, c'est pas facile. Et c'est vraiment compliqué. C'est pas gai. On y revient tout à l'heure en parlant avec notre invité. Vous allez voir qui c'est. Merci à nos partenaires fidèles, le Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique, l'Arrobase, le restaurant dîner-spectacle du Casino Atelier Plaza. Nous y sommes. Merci à son cuisinier, Alain Trénois, qui est belge. On est presque près de notre invité de ce soir. Parce que notre invité de ce soir, il est suisse. Donc vous voyez qu'on fait dans le multiculturalisme, culturel, pardon. Je me perds. C'est pas la même chose. Mais on a un invité qui est grand, qui est athlète, qui est beau, qui a fait un exploit. Donc je suis perturbé, c'est normal. Merci à Thierry de Crescenzo et toutes ses équipes de nous recevoir dans ce lieu magique où presque chaque soir, Éléonore, il y a un dîner-spectacle. C'est bien à l'Arrobase, il faut vous renseigner au casino-batelierplaza.com. JM de la bande AJM reçoit dans cette émission, et j'ai galéré, j'ai transpiré pour l'obtenir, pour l'avoir, pour qu'il vienne avec un grand plaisir. Mesdames et messieurs, je m'en applaudir. Louis Margot, Human Impulse, qui vient de traverser l'Atlantique en 76 jours. C'est juste, merci. Bonsoir Jean-Marc, bonsoir à toute l'équipe. Franchement, bonsoir à toi. Merci pour cet accueil. Et tu vois, je le savais que tu n'étais pas si musclé que ça quand même. C'est pas une question de muscle. Et c'est un sacré bonhomme. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il a cet objectif donc, de réussir ce tour du monde, on va dire, que tu veux faire donc, à la force humaine. Donc, ouais, c'est juste. Exactement. Donc, il faut savoir que tu veux le faire en moins de 3 ans. Alors que le record actuel, il est de 5 ans et 15 jours exactement. Ouais, c'est juste, tu t'es bien renseigné. Ah, j'ai bossé un peu quand même. Ça, ouais, c'est ça lui arrive des fois. C'est grâce à Andrea, c'est elle qui fait mes fiches. Donc, voilà. Vous êtes bien au courant. J'ai le mérite ce soir. Alors, ce monsieur que vous connaissez maintenant tous, parce qu'on l'a vu un peu partout, à la télévision, on l'a vu sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il est parti de Morges. C'est juste. Morges, qui est donc dans le canton de Vaud, en Suisse, bien sûr. Donc, ouais, c'est juste. Donc c'est vrai qu'à partir du canton de Vaud en Suisse, on est quand même loin de l'Atlantique, on est loin de la Martinique, et on se dit mais qu'est-ce qui a fait que... Alors on va le savoir dans un moment, on va te poser des questions, t'inquiète pas, dans un petit moment.
Alors, Nicolas Aron, dans tout cela, recevra donc un autre athlète à quelque part, on peut le dire, c'est Yves Gagny, et nous parlerons de la plus grosse compétition de VTT, la Randocan. La Randocan. Voilà, Randocan, je ne savais pas. Ça. La Randocan parce que la rando qui se passe principalement dans la canne. Voilà. Exactement. Voilà. Donc on reçoit notre ami Yves tout à l'heure avec grand plaisir. Et enfin, quelque chose d'extraordinaire, mais toujours avec Éric Rouget. Alors lui, il part pendant 3 mois et puis d'un coup, il revient avec un super plan, on va dire. Un plan, on va dire, chronique. Un plan de vol. Un plan chronique et un plan de vol. Tu m'as devancé. Ah, trop fort. Donc avec un super plan de vol, Sophie Notoa-Turgot qui propose des survols de la Martinique avec un gyrocoptère. En fait, c'est ta voiture qu'elle a réadaptée pour pouvoir voler. C'est bien. Mais d'ailleurs, tu en as retrouvé une de voiture ? Non, c'est un sujet tabou. Ah, merde. Et, mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour qu'est-ce qu'on dit, Human Impulse ? Louis Margot, Human Impulse. Ouais. Allez, Human Impulse, on peut le dire. Louis Margot, bravo à lui. Et bravo pour cet exploit extraordinaire. Merci. Et franchement, on va même pas parler de ton passé, même si on sait que tu es athlète, que tu es un super athlète d'abord ensuite, mais on veut d'abord savoir comment ça s'est passé pendant 76 jours. Est-ce que tu étais assisté ? Est-ce qu'il y avait un bateau qui te suivait ? Est-ce qu'il y avait un bateau de croisière à côté avec plein de trucs à manger ? Ou tu étais vraiment tout seul ? Ouais, merci pour cet accueil. Vraiment, merci à toi. Ça fait un peu bizarre pour moi d'être ici parce que j'ai passé quasiment 3 mois tout seul sur l'océan, sur une embarcation qui fait 7 mètres, où j'ai pas de douche, pas de frigo, pas de toilette. Il fait 45 degrés dans la cabine, en solitaire, autonome. Donc j'étais vraiment seul, sans assistance. Donc pas de bateau avec un ravitaillement quelconque. Zéro. Donc je suis parti donc à la base des côtes du Portugal, avec un petit arrêt après 19 jours en Canaries. Et après, c'était le début de la grande traversée qui, je ne vais pas vous mentir, m'angoissait énormément. Parce qu'on sait quand on part, mais on ne sait jamais quand on arrive. Et on ne sait pas si on va arriver, voilà. Si on arrive et où on arrive. Donc, en solitaire, donc traditionnellement, les traversées sont en équipe. Bien sûr. En solitaire, c'est un stress de plus, un challenge de plus. Donc voilà, ça me fait bizarre d'être ici parce que j'ai imaginé pendant longtemps mon arrivée en Martinique et maintenant je suis enfin là. J'ai vécu des moments difficiles, très difficiles, mais aussi des moments magiques. Sûrement. Alors la question première que je te pose, alors qu'on parle des moments difficiles et des moments magiques, c'est comment tu t'es préparé ? Comment c'est parti cette histoire ? Ouais, alors une traversée de l'océan à la rame. Il n'y a pas vraiment de livre pour apprendre à faire ça. Donc j'ai pris quand même 2 ans, on va dire, pour me renseigner, parler à des gens qui l'ont fait. J'ai été faire des cours en Angleterre de survie en mer, mais un peu autodidacte. Donc je me suis un peu renseigné par moi-même. Il y avait une part d'improvisation finalement, quelque part. Ouais, et je ne suis pas un marin. Donc c'est ça qui est dur. Moi, je suis un rameur de lacs et de rivières à la base. Je ne suis pas un marin, donc je ne sais pas. J'ai déjà été sur l'océan, la mer, mais pas de la haute mer, et pendant aussi longtemps. Donc, je ne vais pas vous mentir que c'est quelque chose. Alors, tu pars. Alors, tu pars d'où ? Rappelle-nous d'où tu pars. J'ai fait mon premier départ depuis Portimao au Portugal, qui était mon vrai premier départ. Et en vrai, j'avais même fait un autre départ avant que j'ai, entre guillemets, raté, à cause des grosses tempêtes qu'il y a eu en octobre, je pense que vous avez entendu, bien sûr, dans l'Atlantique Nord, où j'ai dû revenir en arrière, qui pour moi était un échec terrible, parce que j'ai dit au revoir à ma famille, à tout le monde. Je suis parti, émotion totale, bien sûr, et j'ai dû revenir en arrière. Bon, alors on a vu qu'il y avait ton papa et ta maman qui étaient là, oui, donc ils t'ont suivi en bateau quand même malgré tout, c'est-à-dire qu'ils étaient quand même en sécurité. Alors, ils m'ont escorté les 2-3 premiers kilomètres, mais après ils sont partis. Il n'y avait personne. Et voir les côtes s'éloigner pour la première fois tout seul, franchement, le premier jour, je me suis dit, j'ai envie de rentrer. Ah oui, c'est sûr. Tu as parlé dans ces cas-là, mais quelle idée saugrenue j'ai eue. Non, mais c'est horrible. Non, mais je vais pas mentir, c'était horrible. Un des pires moments de ma vie. Alors, premier jour, on est obligé d'aller vite. Je suis désolé, on est obligé d'aller un petit peu vite. Non, mais juste pour qu'on comprenne bien ce qui t'est arrivé. Une fois que t'es parti, donc ok. Quelles ont été les grosses premières difficultés ? Ok, on a compris la solitude. Ça, c'est sûr que tout le monde l'aurait vécu. Ça aurait été très difficile, je pense, de faire ce genre de plan. Mais la grosse difficulté, la première peur, ça arrive comment ? Quand on voit une vague qui arrive et on se demande qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'au large, ça envoie.
Ouais. Et la solitude, voir les côtes s'éloigner. Et puis à la rame surtout, c'est qu'on n'avance pas vite. Et c'est dur. Ouais. Donc au-delà des conditions, il y a l'effort physique, le manque de sommeil tout de suite, j'arrivais pas à dormir, le mal de mer. Ouais. Que Ça se mêle en fait. Ouais, en fait c'est un mélange de plein de difficultés qui font que le cocktail est assez explosif et difficile. Mais comment tu fais pour tenir alors? Ah Au bout d'un moment, le rythme se prend. Alors, Est-ce que le corps s'habitue? On s'habitue, et c'est là qu'on voit que l'être humain est fantastique. C'est qu'on s'habitue à ça. Et ça, c'est bon. Tu ça... me rassures. Bon, ça reste difficile, hein, mais après, il faut le vouloir. Le froid. J'ai eu un petit peu froid au début, Ouais. parce que c'était en novembre au Portugal, mais c'était plutôt le problème du chaud. Parce que moi, je suis dans une cabine, je pense que vous avez vu le bateau. Oui, j'ai vu. Quand il y a des grosses vagues, je suis dans la vague. Donc, je dois fermer les cabines. Avec le soleil qui tape, c'est le four. Ouais, non, franchement, c'est quand même costaud. Hein. Ouais. Mais qu'est-ce qui te motivait à faire ça? Qu'est-ce qui te tenait? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Le défi, l'envie. la cause. Le défi, bien sûr, je suis quelqu'un de compétiteur, j'aime me dépasser. L'envie de se sentir vivant. On se sent vivant hein, quand on est là au milieu. Je ne pensais pas à quel point c'était possible d'être vivant. C'est quand on est proche de la mort qu'on se sent vraiment vivant en vrai. Hein. Et j'avais besoin de ça. Et donc mon tour, peut-être j'explique vite fait, donc le tour du monde à la force humaine, vélo et rame, c'est un challenge sportif, mais surtout humain. Parce qu'au-delà de l'effort physique, c'est une quête de soi que je réalise sur moi-même, mais qui se veut aussi inspirant et motivant pour les autres. Oui, parce qu'en fait, ton idée, c'est le partage, justement. C'est le partage de tout ça, de cette expérience-là. Et tu dis dans différentes interviews, tu dis, mais c'est pour entraîner des jeunes à l'effort, à la connaissance de soi, etc. Dans notre société, on est un peu dans une perte de sens. Je le sens en Suisse, mais je pense partout dans le monde civilisé. Sûrement. On a une perte de sens, on ne sait plus où on va. Et pour moi, ce que je fais, ça a du sens. Et je pense que la découverte de soi, pour tout le monde, c'est une belle quête. Et voilà, c'est un projet qui est inspirant pour les jeunes, pour tout le monde, hein, mais principalement aussi pour les jeunes qui m'écrivent plein de messages et ça les motive. C'est pour dire, voilà, c'est possible. Si on se met un défi ou un challenge, on peut y arriver. Voilà. Alors, 6500 km, tu as compté le nombre de coups de rame? Non, en fait, c'est intéressant, qu'il vaut mieux pas. la notion du temps, si j'ose parler 30 secondes là-dessus. J'ai attaqué cette traversée en tant que sportif, donc les kilomètres-heure, la vitesse, le temps, compter les jours, la musique un peu de salle de fitness. Et en fait, je me suis un peu craché dans le sens que c'était pas du tout la bonne stratégie. J'arrivais pas, j'étais au fond du bac. Et j'ai un peu changé ma façon de faire. C'est que j'ai enlevé ma montre, j'ai arrêté de regarder la vitesse et mis de la musique méditative pour en fait rentrer dans un état, je dirais, second entre guillemets. D'euphorie peut-être? Ouais, où en fait, pour réussir à traverser ces moments difficiles, et parce que c'est long, en fait, c'est long, hein, 77 jours, c'est presque 3 mois, il faut réussir à décrocher du temps. Il faut plus que ce soit une référence. Alors, c'est un peu difficile à expliquer. Hein. Concrètement, comment ça se passe? Lâcher prise. Ouais, et j'avais jamais ressenti ça avant. Hein. Mais réussir que le temps soit plus une référence en soi. Qu'on soit décroché de ça. On se rattache à quoi alors? On se rattache en fait à notre corps et en fait c'est une conscience de soi, donc être l'horloge biologique finalement. Ouais, quelque part. le temps présent en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait ça devient le centre et le passé, le futur n'existe plus vraiment en fait. C'est être conscient de son propre corps, de son esprit. Alors je parle ça maintenant avec la facilité, mais c'est pas un chemin facile. Hein. Vivre en pleine conscience. Alors, oui. Avant de parler des moments magiques, puisqu'on a parlé là de la difficulté finalement de l'épreuve, on se rendait bien compte que ça allait être compliqué. Mais quelle est la période de gros doute? Est-ce qu'il y a eu une période où tu t'es dit, bon, cette fois j'arrête, c'est bon, j'appelle maman ou papa, ils viennent me chercher, j'arrête tout, ça me gave? Ouais. La première partie en fait, du Portugal aux Canaries, qui pour moi était une première vraie expérience en mer tout seul. Alors, sur la carte, c'est proche des côtes, mais en fait, je suis quand même à 500 km des côtes. Horrible. En sachant mentalement dans ma tête ce que j'allais devoir faire après. Ouais. Je me voyais incapable. Déjà, j'avais raté mon premier départ. Je repars. Après quelques jours,
J'ai appelé ma maman, je vais pas le mentir. Hein. Ouais. Elle est là, elle le sait. Oui, bien sûr. J'ai pleuré. Bonjour maman, d'ailleurs. Je suis pas quelqu'un qui est très émotionnel de base, mais là, on se rend un petit peu. Ouais, on se rend compte de sa propre limite face à la puissance de l'océan et à quel point, en fait, c'est une leçon d'humilité. On est capable ici, on fait des choses, on est capable, mais en fait, à la rame sur l'océan, on est entre guillemets incapable et on doit accepter notre impuissance. Et ça, pour un compétiteur et quelqu'un qui a s'aimé de son destin, c'était une grosse claque. Voilà. Alors, avant de parler des moments magiques, parce qu'il faut quand même qu'on parle des moments magiques, parce qu'il y en a eu quelques-uns, je voulais savoir, finalement, qu'est-ce qui ressort de tout ça pour toi aujourd'hui? C'est pas fini, parce que c'est juste une étape, la Martinique. Donc tu vas repartir dans une solitude de l'effort. Mais là, tout de suite, la traversée de l'Atlantique, c'était quand même un gros morceau. Qu'est-ce qui en ressort? Quelle est la leçon que tu donnes aux jeunes, là, ce soir? La leçon que j'en donne aux jeunes, c'est que c'est une expérience fantastique et j'en ressors que l'être humain est incroyable. Franchement fantastique. Tu veux dire on est capable d'aller puiser dans des forces qu'on ne connaît pas? On est vraiment, on est des machines fantastiques. Et en fait, au-delà de l'effort, la quête de soi est fantastique. Je l'ai ressenti. Et en fait, j'en doutais pendant la traversée. Mais maintenant, je me dis que en fait, je suis sur le bon chemin. Et beaucoup de gens m'écrivent que ça leur parle, en fait. Donc là, il y a un vrai partage. Là. On ne sait pas pourquoi. Je ne peux pas vraiment mettre de mots pourquoi. Mais ça touche et les gens comprennent. Parce que tu nous as touché avec ton extraordinaire, qui était ton quotidien, qui était simple finalement, qu'on pourrait vivre nous à droite à gauche. Mais tu nous as touché par cet extraordinaire qui était cet événement, cette tentative qui a été couronnée de succès, et c'est fabuleux. Alors justement, cet Atlantique, on nous connaît bien, nous, en Martinique, parce que même sans aller trop loin à la rame, on peut tomber sur des dauphins, on peut tomber sur des baleines, c'est la période là, qui démarre pour les baleines de reproduction. Alors toi, est-ce que tu as eu des moments magiques? Est-ce qu'il y avait des poissons, des cétacés, il y avait des choses dans ta vie, des oiseaux peut-être? Comment ça s'est passé? Des sirènes peut-être aussi? Dans la tête, des sirènes. Alors malheureusement, j'ai pas vu de baleines, par contre j'ai vu pas mal de dauphins, surtout vers les côtes africaines. J'ai vu énormément de poissons volants. Tous les jours, même dans mon bateau, ils arrivaient la nuit. Ça, il y en a Chez beaucoup. Nous, on a l'habitude de ça, hein, les poissons volants. Beaucoup de dorades, les toutes grosses, là. Ça, il y en avait. En fait, j'aurais pu vivre de pêche. Des oiseaux, d'ailleurs, j'ai un petit oiseau, si vous avez bien suivi les réseaux sociaux, le petit oiseau qui m'a suivi depuis Noël pendant presque un mois. Après, je l'ai perdu, mais petit oiseau qui m'a suivi. Des grands oiseaux, si on arrive en proche des côtes. J'ai vu un requin depuis le jour où je l'ai vu. Après, je me suis plus baigné. C'est impressionnant. 2,50 m, je pense qu'il devait faire, mais c'est impressionnant à voir. Bien sûr. Mais en fait, je pensais avoir très peur de la nature, des éléments, enfin des animaux en partant, les requins, les orques, les baleines. Mais en fait, quand je les voyais, j'étais content de les voir. Et oui. C'est justement cette forme de solitude. Parce qu'en fait, on est tellement seul. On se reconnecte au vivant. On se dit, en fait, non, il y a quand même de la vie. Et ça paraît bête à dire comme ça, mais en fait, ça fait plaisir. Je pense même voir un orque, j'aurais été là, il y a quelque chose de vivant. J'aurais été inquiet, mais ça fait du bien. Et qu'est-ce que tu vas faire de cette expérience? Est-ce que tu vas pouvoir en témoigner devant des scolaires? Est-ce que tu souhaites, je sais pas, faire un petit reportage? Comment vas-tu gérer cette suite? Parce que c'est pas si facile de revenir sur Terre, tu le disais tout à l'heure. Non, alors c'est pas facile. D'ailleurs, mon projet n'est pas encore fini, donc si vous avez bien suivi, ça va continuer. Mais c'est déjà un morceau de fait. Parlant d'école, donc en Suisse, j'avais été voir plusieurs classes pour parler de mon projet. Je vais faire sûrement aussi une classe en Martinique. J'ai été contacté pour aller parler devant des jeunes. Pour moi, c'est quelque chose de fantastique. Ça les passionne. Moi, ça me passionne aussi. Et ils sont réceptifs. Ils ne me posent pas vraiment la question pourquoi je fais ça. Ils comprennent. Ça les fascine, l'aventure. À l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, on a envie de... On est des aventuriers de base. On est curieux. Pourquoi le monde il est comme ça? On a envie de savoir. Donc ça a du sens. Et puis surtout, tu connectes les personnes avec ce qu'on ne connaît pas dans une société très rapide, avec des réseaux sociaux où on voit tout sur tout le monde. Finalement, tu réintègres la magie dans le quotidien des gens. Ouais, c'est juste. C'est le sentiment que ça donne. Ouais, et aussi à force humaine, ça, pour moi, ça a du sens parce que tout ce qui se passe dans une société va trop vite. C'est aussi pour ça qu'on est un peu décroché de la réalité. Là, par contre, tu as vraiment arrêté le temps, là, effectivement. 66, non, mais voilà, 66 c'est jours. Soit 8 heures d'avion, soit on part du même endroit, on arrive au même endroit, mais c'est pas le même voyage. Et alors,
pas tout le monde peut faire une traversée à la rame, mais c'est pour dire que voilà, au final, c'est pas forcément une question de destination, de vitesse. On peut vivre des choses incroyables, juste simplement. Déjà, moi, la montagne pelée, ça me va une journée. Moi, j'ai Mais fait y a le pas- tour du rocher du diamant en kayak, c'était une... Mais il y a pas. Ouais. Alors, on fait la pause pub si vous êtes d'accord, on revient Ok. dans 5 minutes. Vous êtes d'accord ou pas? Ça On fait la marche. pause pub? Allez, à tout de suite, on fait la Ça pause marche. pub. Et vous êtes de retour avec la bande à JM sur Maxime Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. Et on retrouve JM et toute sa bande dans le grand talk show Automoto des Antilles. Alors on s'applaudit bien fort s'il vous plaît. Merci à vous. Merci Alors, remercie les d'applaudir. partenaires, remercie les partenaires tout de suite, vas-y. Oui, bah merci à nos partenaires et surtout merci à nos chroniqueurs. Mais surtout merci aussi à notre invité du soir. Louis Margot, donc, Louis Margot, l'idée de Louis Margot, c'est de faire plus de 50 000 km à vélo à la rame sur 5 continents et dans plus de 30 pays. C'est ça l'idée, hein? Ouais, exactement. Et le faire en C'est- 3 ans. 3 ans, c'est l'objectif. Moins de 3 ans même, j'ai même lu moins de 3 ans. Ouais, alors, faut voir. Alors en fait, il va s'arrêter 2 ans en Martinique, donc maintenant qu'il a adoré la Martinique, il est Il a arrivé vu au le punch marin, coco, le punch il coco. est arrivé par le devant, Club mais Med, il est À arrivé par le 60 ans, Club il va arriver, c'est bon, tout le monde l'aura oublié. ça va être Le mec difficile qui de repart plus. Ça va être difficile de repartir de la Martinique, effectivement. Ouais. C'est beau, hein, on a un beau pays quand même. Ah ouais, je suis très content d'avoir choisi cet endroit. Bon, super. Alors, Andrea, tu voulais poser une question? Oui, une question. Alors, enfin, déjà, je suis vraiment très admirative de la force de caractère et la force mentale que tu peux avoir. C'est vraiment pas donné à tout le monde et surtout de s'être accroché. Donc, franchement, encore une fois, bravo. Je pense pas être la première ni la dernière à le dire, mais C'est honnêtement, sûr. bravo. Merci, bravo. Et ce que je voulais te demander, c'est que suite à cette première grosse partie, ce premier gros challenge, qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'avant? Parce qu'il y a eu forcément un avant et un après. Donc, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ton toi d'avant? Ah, c'est une bonne question, j'étais pas prêt à ça. Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais que tu n'aurais pas eu besoin de douter autant, parce que j'ai été dans des doutes pas possibles, c'est clair. Mais je me félicite, entre guillemets, parce que ça n'a pas été facile de monter ce projet. Et je lui dirais bravo d'avoir poussé, même si les gens te disaient c'est pas possible. Me féliciter, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il y a une évolution personnelle là derrière et on sent qu'on évolue et que je suis pas plus vraiment pareil et j'ai senti cette transformation pendant la traversée. Une question indiscrète, tu es accompagné ou pas dans la vie? Ou tu es seul, tu es célibataire? Célibataire, là, pas trop le choix. Hein. Donc en fait, c'est parce que j'allais dire, c'est une complication Il a supplémentaire. hésité, il s'est dit, Il a hésité, ouais. Non, mais il est Non, mais c'est alors, compliqué. désolé, Non, mais c'est pas. Je voudrais pas infliger ça à quelqu'un. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui ont fait les traversées Alors, atlantiques. ouais, puis quelques mois ça va, mais là c'est quand même long. Hein. C'était quand même long. Vas-y, Léonore. Oui, pour rebondir un peu sur une partie de ta réponse, matériellement, il faut pouvoir assurer ces nombreux mois partis. C'est un financement derrière. Comment t'es-tu débrouillé? Alors ça, c'est une partie très difficile du projet, c'est trouver le sponsoring, donc trouver des entreprises qui m'aident. J'ai eu beaucoup de donateurs en Suisse, mais je suis pas au bout de mes peines parce que l'aventure n'est pas encore finie et je suis encore à la recherche de sponsors. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, j'ai fait un appel aux dons et aux sponsors. Donc voilà, c'est grâce à eux que j'arrive à faire ça. Voilà, j'espère que j'aurai assez de soutien pour continuer l'aventure. La partie vélo, ça va, mais la partie bateau, ça coûte vite cher. Donc, il y a de l'argent derrière, évidemment. Okay. Mais avec un projet tel que le tien, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça de trouver des sponsors? Parce que c'est quand même un projet qui est hors norme et qui C'est une bonne question. Et en vrai, en Suisse, donc avant que je commence, qui me croirait? C'est ça. La viabilité du projet était compliquée avant. Le risque est élevé. Donc, et aussi un risque pour l'image des entreprises. Une banque, une assurance qui met tant d'argent dans un projet où ça capote après un mois, quelle est l'image de ça? Donc, j'ai dû essayer de convaincre. Il y a quelques entreprises qui ont pris le risque. D'ailleurs, je les remercie.
Et ils sont très 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 contents aujourd'hui parce que du coup, Et oui, l'investissement, ça a été réussi, voilà. bien sûr. Bah oui. Et maintenant, ça se manifeste plus. Et c'est plus facile avec la réussite au moins à un bout. Forcément. Il y a plus la confiance. Ah ouais, ben, il n'est pas juste là à discuter. Parce que... Alors, vous avez fini? C'est bon, on est fini? Non, Tout va bien moi j'aurais jamais fini. On a 100 000 questions à poser, mais on est obligé de s'arrêter malheureusement. Et il y a tout à une fin. Les bonnes choses ont une fin malheureusement. En tout cas, on remercie aussi derrière toi et pour toi, parce que tu vas le faire sûrement, c'est toute l'équipe qui est derrière. Et papa et maman. Il y a ma famille, voilà. des amis, je ne suis pas tout seul, donc on est vraiment Bien une sûr. équipe. C'est grâce aussi à eux que j'arrive à faire ce que je fais, parce que quand je suis tout seul au milieu de l'Atlantique, il y a plein de choses à gérer. On voit que la surface. Ouais. Et derrière, il y a plein de choses. Est-ce que tu captes Internet? Alors, c'est grâce à ça que j'ai pu envoyer mes vidéos. Donc, Voilà. j'ai une antenne Starlink. Donc, j'envoyais mes vidéos à quelqu'un qui s'occupait de mes réseaux sociaux. Et parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, donc j'envoyais à quelqu'un qui faisait ça pour moi. Mais j'avais accès à Internet, ouais. Pas beaucoup, parce que ça pompait beaucoup d'énergie, mais oui, je pouvais avoir accès. Alors, la question que je te pose maintenant, c'est que Louis, donc Margot, c'est quelle est la date de départ maintenant? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? Là, tu te reposes un peu, tu repars. Maintenant, je me repose. Je vais mettre mon bateau au carénage. J'ai un peu de réparation à faire dessus. Oui. Je vais quand même aller visiter l'île. Oui. J'ai plein de gens de Martinique qui m'ont invité. Génial. Donc, je vais profiter d'aller visiter ces gens-là. Et autour de fin mars, début avril, quand mon bateau est prêt, je repars. Direction la Colombie. Ça va être annoncé sur les réseaux parce que mais il y a des chances que ce soit ça, ouais. D'accord. Ok. Donc toi, je suis encore bien renseigné. Ouais, je vois, t'es bien renseigné. Ouais. Parce que je connais bien le caréneur qui prend ton bateau. Non, je plaisante. Non, j'étais juste bien renseigné. Franchement, Louis Margot, merci d'être venu nous voir. C'était vraiment sympa. On a réussi à t'avoir juste là comme ça, une extrémiste. C'était vraiment super. Et bravo encore une fois pour ton exploit. Je crois que toute l'équipe est d'accord pour dire que c'est juste fabuleux. C'est les derniers explorateurs finalement, quelque part. Ça me fait penser à cette émission-là. Merci. Les derniers aventuriers de notre planète. Il n'y a plus beaucoup d'endroits où on peut faire des grandes aventures. Et t'en es un acteur et tu dois faire rêver plein de jeunes chez toi, en Suisse, qui n'ont peut-être pas les moyens de partir traverser l'Atlantique en France et dans les pays du monde. Donc bravo à toi, encore une fois, on peut t'applaudir bien fort. Merci beaucoup. Nous recevions Louis Margot, donc Human Impulse, que vous pouvez suivre donc sur Instagram, @Human Impulse, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est juste. Bon, il y a déjà beaucoup de gens qui te suivent, mais ça vaut le coup d'aller voir. Alors, on a connu ça, nous aussi, on a reçu des gens qui ont traversé l'Atlantique, mais avec la Transat Jacques Vabre, qui est arrivée il n'y a pas longtemps, fin d'année dernière chez nous. Donc, on avait déjà cette petite expérience. C'est déjà passionnant de les interviewer, d'avoir leur retour, la préparation. Puis là, il y a de l'interaction. Là, tu étais tout seul, donc c'est encore un autre mood. Ouais, c'est très enrichissant. Merci encore, Louis Margot, applaudit bien fort. Human Impulse, merci encore, sur Maxime Martinique. Allez, on a le plaisir de recevoir Jean-Yves Gagny. Nous allons parler de compétition, de VTT, grosse compétition de VTT. Grâce à qui? Eh bien, grâce à Nicolas Aron, comme d'habitude. On parle de la Randocan. On aime le sport. Alors, Jean-Yves Gagny est le président de l'association Manicoot Team, donc, qui organise le plus gros événement de VTT de l'année, la Randocan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le VTT est souvent considéré à tort comme la porte d'entrée à la pratique du vélo de route et souvent pratiquée principalement par les jeunes, mais il s'agit bien d'une discipline à part entière qui compte elle-même des sous-catégories, descente, freeride, cross-country. Le cross-country est d'ailleurs une discipline olympique dans laquelle la France excelle puisque c'est la nation la plus titrée de l'histoire de la discipline. Donc, petite question. Connaissez-vous le double champion olympique français de la discipline du cross-country? Alors, il porte le nom d'un quartier. J'allais dire JM d'Abondalier, il porte le nom de quartier de Fort-de-France. Julien. Il porte le nom de quartier de Fort-de-France. Ouais. Alors, effectivement, son prénom, c'est Julien. Bonheur. Exactement, Julien Absalon. Absalon, et c'est Éric Rouget qui a trouvé la bonne réponse. Tu gagnes donc un vélo, un VTT. Tu vas te le récupérer à l'Eurobase. Tu demandes à Thierry de Crescenzo et un vélo pour toi. Donc, je suis sûr que si vous avez l'occasion de partir à la plage le dimanche matin, que vous avez pu observer que la Martinique adore le vélo. N'est-ce pas? Je crois que c'est le premier sport de Martinique, en fait, le vélo. Avant le football. Alors, j'ai l'impression que c'est le premier sport de la Martinique. Je n'ai pas les chiffres, mais effectivement, il y a énormément de pratiquants. On est d'accord ou pas? Beaucoup d'engouement. Jean-Yves, on est d'accord? Enfin, il y en a quand même pas mal, effectivement. Je n'ai pas les chiffres, mais c'est... Mais je crois que c'est le premier sport, honnêtement, devant le football. Le week-end, le samedi ou le dimanche matin, beaucoup de personnes, et même d'aller avec le VTT, effectivement. C'est vrai. Donc, la première édition de la Randocan a eu lieu en 2007. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a débuté? Tout à fait. Alors, une précision, c'est que la Randocan n'est pas une compétition, c'est une randonnée sportive
Mais ce n'est pas une compétition, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de récompense, il n'y a rien, il n'y a pas de médaille, il n'y a rien du tout à gagner. Simplement, c'est de rallier l'arrivée. Parce que alors, la Randocane a démarré effectivement le 22 avril 2007. Ça a démarré simplement avec une bande de copains à Trinité, ça se passe à Trinité. Maintenant, le départ se fait à l'usine du Galion, qui est la dernière unité sucrière de la Martinique, entre parenthèses. Et on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas faire une randonnée à travers les champs de canne, puisque le terrain s'y prêtait. Il n'y avait pas ça avant. On s'est dit, tiens. Et puis le lendemain matin, le nom est arrivé comme ça, Randocane. Comme ça. Hop, c'est arrivé comme ça. Voilà. Au réveil, j'ai dit, tiens, on va l'appeler la Randocane, et ça va se faire une fois l'an, pendant le carême, donc la période la plus sèche de l'année. C'est quand même plus agréable que de rouler dans la boue, même si on est fanatique de boue aussi dans les. Oui, parce que ça fait partie du VTT aussi. Absolument, parce que j'aime bien dire que le VTT, c'est vélo tout terrain, tout temps, toute température. Oui, bien sûr, mais c'est vrai en plus, voilà. Par définition. Comme ça, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il gueule. Bon, pas de la gueule ici, mais bon, en Martinique, en tout cas, s'il pleut, s'il y a de la boue, on fait du VTT. Quand on démarre, on fait l'arrivée. Il n'y a pas d'excuse. Voilà. Donc l'événement est ouvert vraiment à tout le monde. On peut, quel que soit son niveau, on peut participer à la Randocane. Absolument. Alors, il y a un slogan encore pour la Randocane, c'est que la Randocane se mérite et se prépare. Donc il faut quand même avoir un petit niveau, enfin une petite préparation. Et un autre slogan encore en créole, c'est ranger corps. Prépare-toi. En français. Donc on vient par la Randocane en touriste, entre guillemets. Donc d'où tout à l'heure j'ai précisé la randonnée sportive. Parce que le dénivelé, quand même, Nicolas connaît, puisqu'il a déjà pratiqué quelques éditions, quelques tours. Oh oui. On vient de Cannes en se préparant. Donc, effectivement, ce n'est pas réservé aux compétiteurs, bien entendu, monsieur, madame, tout le monde. Des jeunes, on a déjà eu des enfants de 7 ans, des grands de 80 ans. Il y avait même un papy qui était assez costaud, mais qui faisait du vélo de manière régulière. Et puis, c'est un peu comme au ski, finalement, parce qu'il y a deux pistes, j'ai vu, il y a deux randonnées. Il y a une randonnée rouge, une randonnée bleue. Une de 33, une de 27 km, c'est ça? Donc c'est le 24 mars, hein, on le rappelle? C'est ça, c'est-à-dire qu'on a corrigé entre-temps, c'est 20 et 31, puisqu'il faut savoir que lorsqu'on nous faisons les circuits, nous devons nous confronter aux propriétaires, des fois donc, qui sont conciliants, qui nous donnent des raisons de ne pas passer sur leur terrain, ce qui fait le cas en ce moment, ce qui est le cas. Donc on a dû revoir un petit peu notre copie, donc on a un petit peu réduit, mais le dénivelé est quand même important. Et donc pour répondre à la question de Nicolas, effectivement, tout le monde peut participer avec un niveau quand même correct et puis un bon vélo, un bon matériel. Et puis on y va, on traverse les champs de canne puisque le circuit est balisé. C'est ça la particularité de la Randocane, c'est que les circuits sont balisés. Effectivement, il y a deux parcours, bleu et rouge, et le choix du circuit se fait au choix. Si on est en forme, on fait le grand. Si on est moins en forme, on fait le petit. Alors c'est quand même quelque chose parce que 31 km, on ne se rend peut-être pas compte, mais c'est pas une randonnée facile. Et on vient de recevoir Louis Margot qui traverse la partie. Margot qui est là, oui. Donc je peux vous dire quoi. Déjà la Randocane c'est difficile, mais alors traverser la 33 km par rapport aux 6500 km, on pourrait penser que voilà, mais non, c'est pas facile. Ça s'est fait un petit peu plus vite effectivement, mais sauf que chez nous ça monte un peu, ça descend mais ça monte un peu. Oui, parce que 33 km en faisant sur un vélo de route et 33 km en VTT, ça n'a rien à voir. Ah non. Donc vous n'avez jamais eu personne qui a fait autant la piste rouge que bleue? Non, ça n'existe pas. Non, c'est soit le circuit rouge ou le circuit bleu. Ok. Parce que justement, c'est fait pour si la personne a un niveau un petit peu, la personne est moins en forme, elle peut choisir le circuit. Et ils ont quel âge les plus jeunes pratiquants? Mais la moyenne tourne. Ce sont souvent des jeunes compétiteurs qui ont entre 8-9 ans, mais qui font de la compétition. Alors, Nicolas, j'ai une question à poser qui me paraît importante à ce niveau de l'émission, c'est de savoir comment on atteint nos niveaux en VTT. Est-ce que c'est la pratique? Est-ce que c'est le fait de pratiquer beaucoup qui fait qu'on arrive à un niveau supérieur, qu'on se sent supérieur à des débutants? Ou est-ce qu'il y a des collectifs avec des clubs où on apprend plus ou moins à diriger son VTT, à évoluer? La technique. Très bonne question. Il y a de bonnes questions, je manque. Effectivement, c'est avec Andrea qui fait mes fiches, donc. D'accord, une bonne assistante. Oui, alors c'est par la pratique, hein. C'est-à-dire que c'est souvent la régularité de tout sport, hein, que ce soit l'aviron, la course à pied, le vélo, l'aïeul. C'est la pratique, hein, c'est la régularité, même la musique également. Effectivement, bon, comme tout le monde, j'ai débuté, Nicolas aussi. Bon, ben, au début, la première côte, on crachait ses poumons à l'époque. Ouais, c'est sûr. Et puis après, on s'est dit, tiens, on va essayer de faire plus. On va pas s'arrêter après la côte, on va pouvoir parler pendant la montée. Et puis on s'est dit, tiens, on ne s'arrête pas, on continue, on est à l'aise, on a perdu du poids, on s'affine, c'est la pratique. Parce que le vélo, c'est un sport qui demande beaucoup d'énergie. Et oui. Et pour répondre à la question, c'est la régularité.
Et puis on se rend compte qu'on a fait le parcours de 10 km ou 20 km plus vite que le mois dernier. Donc ça prouve qu'on a une meilleure condition physique. Et oui. Voilà. Je sais que Manicoot Team est friand de l'organisation d'événements assez originaux. Je pense au VTT trempage. Donc il y avait du VTT et du trempage à l'arrivée. J'avais vu ça, oui. Rando nuit. Donc c'est quoi l'objectif finalement de la Rando Cannes? Est-ce que c'est pédagogique? Est-ce que c'est de la découverte? Est-ce que c'est sportif? Eh ben, c'est un petit peu de tout ça. Hein. C'est-à-dire que c'est le fait de découvrir les circuits de la Trinité, enfin les quartiers de la Trinité à travers les champs de Cannes. Et puis le VTT, c'est ludique, c'est écologique. Bon, on parle de vélo mécanique, mais aussi les vélos électriques, l'avènement des vélos électriques qui permet, à assistance électrique, qui permet pour certains qui n'ont pas le niveau de ceux qui pratiquent régulièrement de pouvoir rattraper cette différence de niveau. Bon, pour l'instant, je ne suis pas fan, mais c'est vrai que beaucoup de pratiquants, ils se disent, tiens, je vais me mettre au vélo, mais qui zappent un petit peu la préparation en achetant un vélo électrique et qui permettent de rouler aussi bien que des champions, en fait, compte. Mais on n'y a pas le niveau. Et justement, comment se passe la cohabitation donc, entre les VTTistes en électrique et les VTTistes en vélo traditionnel? Ça, c'est une belle question encore. Eh bien, la dernière édition, il y avait des petites bagarres entre certains qui ne voulaient pas mettre pied à terre, enfin les vélos électriques, alors que d'autres poussaient, donc les vélos normaux. Et puis, il y a aussi une petite course, entre guillemets, même si ce n'est pas une compétition. Mais la particularité de la Rando Cannes, c'est qu'elle est balisée de A à Z, du début à la fin. Donc, il suffit de suivre les panneaux. Donc, certains participants s'amusent à faire la course. Et notamment, il y a une course où le rendez-vous, c'est le rendez-vous Rando Cannes entre les vélos électriques et les champions de VTT classiques. Donc, il y a des compétiteurs qui prennent rendez-vous avec les VTT électriques, dont certains sont modifiés, qui peuvent aller à 40 km/h avec l'assistance. Il faut savoir que l'assistance se coupe dans les descentes, hein, mais dans les montées, ils ont cet avantage. Donc, les compétiteurs prennent rendez-vous avec certains vélos électriques pour se tirer à la bourre, si vous voulez l'expression, pour faire la course. Exactement. Alors, ce qu'on rappelle, ce qu'a rappelé Jean-Yves tout à l'heure, il avait raison, c'est que quand on fait une compétition de ce type, même si ça paraît un peu randonnée, un peu tranquille, un peu sympathique, et c'est sympathique, heureusement, parce que je pense que vous devez bien vous marrer aussi, il faut quand même avoir une préparation et faire attention de ne pas se lancer comme ça, un peu au hasard. Et puis ça travaille physiquement, hein, parce qu'il y a tout un travail de gainage, d'équilibre, au niveau des articulations aussi, il faut faire attention. C'est pas, on ne se lance pas comme ça. Absolument. Vas-y. La Martinique n'est pas immense. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de terrains privés. Alors justement, est-ce que c'est pas, on va dire, compliqué d'innover au niveau des parcours pour pratiquer le VTT de façon générale et pour dessiner la Rando Cannes? Mais à chaque fois, c'est un challenge, hein, c'est-à-dire que d'avoir les autorisations. Alors, nous avons deux de nos premiers partenaires après la ville de la Trinité, c'est l'exploitation agricole du Galion, sous lequel nous passons la majeure partie des traces. Il faut savoir qu'en ce moment, il y a certaines parties des traces qui ne sont pas encore nettoyées. Donc, nous devons leur demander gentiment de nettoyer les traces de Cannes pour qu'au jour de la Rando Cannes, que les traces soient praticables. Génial. On recevait donc Jean-Yves Gagny, qui organise cette grosse compétition de VTT en Martinique, la Rando Cannes, le 24 mars. Les places sont limitées, donc ça veut dire qu'il faut... Alors, il y a un numéro de téléphone où on peut s'inscrire? Absolument. Le 06 96 81 90 02. Et je voudrais préciser que la Rando Cannes, c'est aussi la randonnée pédestre. D'accord. C'est pas seulement le VTT. C'est pas seulement ça, oui. Le circuit pédestre d'une dizaine de kilomètres qui est encadré par l'association. Il y a 9 kilomètres exactement. Pour en découvrir, voilà. Donc le VTT pour ceux qui font le VTT et la marche pour ceux qui pratiquent. Donc on peut venir en famille. Madame fait le VTT, monsieur fait la marche ou vice-versa. Et en plus pour le Rando Cannes, il y a aussi quand même un prix. On gagne un VTT justement quand on arrive premier. Non, c'est pas quand on arrive premier, voilà, c'est ça. Je manque d'informations. Il n'y a pas de classement, le but c'est juste d'arriver. Sinon, ce n'est pas juste pour ceux qui n'ont pas la condition. Ce serait toujours les mêmes qui gagneraient le VTT. Non, c'est un tirage au sort qui est effectué à la fin de la randonnée. C'est un tirage au sort, d'accord. Voilà, donc dans le ticket de l'inscription. C'est Yona qui a fait ma fiche là sur ce coup-là. Voilà. Les marcheurs, les VTTistes qui à l'arrivée, donc il y a un tirage au sort. Il n'y a pas que vélo, enfin il y a quand même un VTT d'une valeur de 1 300 €, on peut annoncer cette information, qui est quand même un beau VTT fourni par notre partenaire Vélo Plus, et puis d'autres éléments, un casque, des chaussures, des sacs à dos. Il y a plein de choses en fait. La tenue parfaite du randonneur pédestre ou du VTT. C'est super, donc merci à Vélo Plus qui a fait un effort finalement, qui nous a vraiment aidé sur ce coup-là, c'est sympa de leur part. Oui. Alors, merci encore Jean-Yves, tu restes avec nous 5 minutes, il nous reste 2 minutes justement, pas 5 mais 2, et on se tourne vers Andrea Tufano, mais avant de se tourner vers Andrea Tufano, je vous pose la question. La voiture vient d'être élue voiture de l'année, alors Non, c'est une française, c'est une Renault.
C'est une Renault. C'est un Scénic. Ah, bravo, la Scénic électrique. Électrique, oui. On est bien d'accord, hein, Ouais. Scénic électrique. Et sur quels critères? On se tourne vers Andrea. Andrea, On aimerait bien c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, je sais pas, info intox, je sens qu'il y en a un qui a lu mes fiches. Ouais, Ah oui, c'est juste à côté, J'ai hein. vu l'œil. Non, c'est vrai, Renault Scénic E-Tech électrique a été élu la voiture de l'année 2024 pour ce dernier salon qui a eu lieu le 26 février À Genève. au salon de Genève, donc un salon qui est international. Mais qu'est-ce que c'est un petit peu ce prix? On entend beaucoup parler de catégories, de différents statuts que les voitures peuvent avoir sur le marché. Ben, en fait, c'est un prix qui est décerné par le jury COTI, qui est composé de 59 journalistes automobiles de 22 pays. Donc c'est vraiment un panel complet, des spécialistes de l'automobile, avec un panel complet, donc avec des avis qui peuvent diverger et des conditions qui sont différentes aussi, des considérations différentes en fonction des pays. Et bien évidemment, cette année, Renault Scénic E-Tech a remporté ce prix et devient le 7e véhicule de la marque à décrocher ce prestigieux titre de voiture de l'année, parce que bien évidemment, Renault a déjà eu plusieurs il y avait la titres. Clio, il y a eu la Clio en 82, il y a eu Donc plein ils sont de quand choses. même assez bien positionnés sur ce marché. Et c'est vrai que c'est la plus prestigieuse des récompenses qu'un constructeur peut avoir, surtout sur les... Renault Scénic électrique, bravo Andrea. Renault Scénic électrique, donc élu voiture de l'année 2024. Donc c'est important de le savoir. On finit là-dessus et puis on se retrouve dans un moment. On retrouve. On a fini? Mais non, on n'a pas fini. Mais non, on a encore un invité et on attend avec impatience. Et d'ailleurs, c'est une invitée exceptionnelle. On va voir. Et je crois que là, on va passer de la rame à l'hélice, quelque part. Ah, Hein, on va voir. Est-ce que c'est l'hélice de bateau? On est dans la mobilité là. On est dans la mobilité, on verra. Allez, on fait la pause pub, à tout de suite. Et vous êtes de retour avec la bande AGM sur Maxime Martinique en direct du Casino Batelière Plaza. Et surtout, on remercie nos partenaires Crédit Mutuel Antilles-Guyane, Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation. Et merci à gtmac.fr, sans qui on ne serait pas là. Et merci, donc on est de retour dans l'émission sur Maxi, cette émission qui a lieu le vendredi soir, vous le savez bien maintenant. C'est que c'est une émission qui a pris sa place, hein, mine de rien. Pourquoi? Parce qu'on mélange un petit peu tous les genres, c'est notre style, voilà, on sait faire. Et ce soir, on a le plaisir de recevoir quelqu'un. Alors tout à l'heure, on avait quelqu'un qui était dans les nuages, mais en train de ramer. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment dans les nuages et en train de piloter. Et pas n'importe quoi, parce que c'est un gyrocoptère, on peut l'appeler comme ça, hein, Exactement, gyrocoptère. ouais, tout à fait. Ouais, en plus, ça s'appelle Sophie. Oui. Ça arrange les choses, hein, Sophie, hein, c'est bien. Donc voilà, on se tourne vers Eric, parce que c'est Eric qui l'invite ce soir. Eric Rouget. Donc ce soir, nous recevons Sophie de Nora-Turgot. Sophie, c'est une femme tout-terrain. Elle peut vous emmener partout où la couleur est aussi bleue que ses yeux. Donc elle peut vous emmener au fond de l'eau, activité par laquelle elle a débuté en Martinique avec la société Aliotis Plongée, donc, qui se trouve à Lens-Mitan, aux Trois-Îlets. Et qui Aux Anses d'Arlay. Aux Anses d'Arlay, t'as bougé. Aux Anses d'Arlay. C'est qui a fait tes fiches? Parle bien en face de ton micro, Eric, s'il te plaît. Voilà, Eric. c'est Jean-Marc. Et donc tu fais sur un catamaran, si je m'abuse, c'est ça. Donc ça, c'est une particularité quand même pour une école de plongée. Exactement, oui. C'est un centre de plongée sur l'eau. Voilà. Mais elle peut également vous emmener dans les airs avec un gyrocoptère pour un survol des plus beaux endroits de la Martinique. Alors on a vu ça un petit peu, les plus beaux endroits de la Martinique. Oui, c'est vrai, il y en a pas mal de beaux endroits en Martinique. Donc on peut essayer de préciser un petit peu, même si moi je sais que j'ai regardé un petit peu tes aventures. Donc je sais où, mais c'est quoi l'idée finalement? Qu'est-ce que tu proposes? Tout est plus beau vu d'en haut, et le gyrocoptère, le gros avantage, c'est qu'on est complètement à l'air libre. Donc on a vraiment un panorama magnifique. Oui, parce qu'il n'y a pas de cabine, hein, on est d'accord, hein, c'est ce qu'il faut expliquer. C'est vraiment de la moto qui vole. C'est vraiment de la moto qui Donc vole. le gyrocoptère, avant de parler des beautés du lieu, on va parler du gyrocoptère. Le gyrocoptère, c'est quoi? C'est un appareil volant avec 2 places. C'est ça, un moteur. C'est biplace, tu as pilote passager, et le gros avantage sécuritaire, c'est que le rotor qui nous fait voler, donc la grosse hélice au-dessus, est complètement indépendante du moteur qui nous fait avancer. Un peu à l'image d'un hélicoptère, quelque part. Alors, justement mieux, parce qu'on est tout le temps en autorotation, en fait, donc on ne tombe pas en panne, en gros. Voilà. D'accord.
Donc ça permet de s'élever, bien sûr. Alors ça monte jusqu'à quelle altitude? Il y a une altitude particulière ou... Jusqu'à 4000 mètres, mais là l'idée c'est plutôt d'être au minimum bas pour réglementaire, de manière à avoir un maximum de choses. D'accord. Alors, revenons sur les lieux, Eric, si tu es d'accord. Les lieux magnifiques, tu as parlé de lieux magnifiques en Martinique, il y en a beaucoup, mais quels sont les lieux qui sont peut-être les plus demandés? Je suppose le diamant, peut-être. Alors, les sites caractéristiques, c'est ça, c'est le diamant, toute la mangrove, on ne se rend pas compte. Alors, la pelée, c'est souvent couvert, donc c'est vrai que je le propose beaucoup moins. Les sites les plus jolis à survoler à basse altitude, c'est toute la partie sud-atlantique, les Macabou, les Salines, le diamant, la mangrove, c'est vraiment, la baignoire Joséphine, c'est vraiment magnifique. L'autonomie de l'appareil permet de voler combien de temps? On peut voler 4 heures si on veut, donc on n'a pas de souci d'autonomie. On peut partir 4 heures. Oui, on pourrait 4 heures avec Sophie. Voilà. C'est génial. Et quelle est la qualification pour pouvoir piloter ce genre Il faut avoir son permis déjà. C'est important. Si tu n'as pas au départ, c'est mal. Permis poids lourd. Non, je déconne. Voilà, permis poids lourd. Non, un brevet autogire. C'est un brevet ULM avec une spécification autogire. Parce que l'autogire est un ULM, un ultra léger. Oui, c'est un ULM, on avait compris aussi. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait pas dit, Eric, c'est bien de le rappeler quand même. C'est un ULM, c'est vrai. Et il y a des conditions de poids, d'âge pour être embarqué. Quelles sont-elles? Justement, c'est de l'ULM, donc léger. Donc on a effectivement une limite de poids pour le passager. On est à 110 kg maximum. Ok. Et un âge? En âge, alors logiquement, il n'y en a pas. Moi, je limite à 12 ans. Parce qu'on est à l'air libre, parce que le passager est derrière, aussi pour les tailles de casque. Et puis voilà, donc je pense que 12 ans, on est assez mature pour découvrir. Alors 110 kg pour le poids total ou par personne? Non, pour le passager. Ouais, c'est important aussi, ta question était importante. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une nana se lance comme ça, là, dans l'idée d'abord de voler toute seule? Je suppose qu'il n'y a peut-être pas forcément de passager au départ ou pas de volonté de monter une entreprise, ou peut-être que oui. Si, en fait, l'idée c'était de diversifier le produit de base qui était de faire découvrir les fonds marins, et avec un produit un petit peu innovant puisque le centre de plongée est sur un catamaran. Ouais. Et à partir de là, de faire autre chose qui n'existait pas en Martinique, de faire découvrir la Martinique vue de là-haut, mais avec quelque chose d'innovant, donc l'autogire. Autogire ou gyrocoptère, voilà. C'est le premier autogire. C'est ça, exactement. On fait des visites commentées en l'air. Alors, je suppose qu'il n'y a pas que les particuliers, parce que évidemment il y a le côté beauté de l'île, etc. Mais est-ce qu'il y a des professionnels qui viennent te voir? Est-ce qu'il y a des images à faire, des gens qui ont besoin de faire des images spécifiques? Le Tour des Yoles, on a fait le Tour des Yoles à 2 reprises. On a fait la Martinique Cup aussi, la course de jet ski. On travaille aussi avec des bureaux d'études. Pour des raies, pour les sargasses, avec l'Office de la biodiversité également. Voilà, on est assez... Il y a pas mal d'entreprises qui viennent nous contacter pour le travail aérien. À l'aéroport, on a besoin d'une piste. Ça ressemble à l'hélicoptère, mais on a vraiment besoin d'une piste, donc on est sur l'aéroport. Vous avez une zone pour vous, en fait, c'est ça? À la petite zone qui est derrière l'aéroport, la zone d'aviation générale. D'accord, ok. Oui, on voit très bien, effectivement. Et pour décoller, elle prend la piste principale. Pour décoller, elle prend la piste spatiale. Ah oui, tu prends la piste spatiale. Il n'y en a qu'une, en fait. Il n'y a pas le choix. Ah, il n'y a pas le choix, en fait. Non, mais je pensais que ça décollait là où c'était, quoi. Tu vois, non, ça roule un petit peu. Donc, tu roules jusqu'à la piste. Voilà, exactement. Et de la piste, tu montes à la verticale, finalement. Tu accélères pas. À 45 degrés. On roule un petit peu et ensuite on décolle. Et un peu comme un ULM, finalement. Un peu pareil. Et y a-t-il des risques? Et quels sont il y a toujours des risques. Il y a toujours des risques. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'autogire a la particularité d'avoir le rotor, donc ce qui nous permet de voler, qui est tout le temps en autorotation. Donc ça ne tombe pas en panne. En fait, c'est entraîné que par notre vitesse. Donc soit horizontal si on a un moteur, soit vertical si on n'a plus de moteur. Donc on ne tombe pas en panne. Voilà. Enfin, on se pose avec un rotor qui tourne toujours. D'accord. Alors, une fois que tu es dans les airs, je continue, Eric, ou pas? Tu peux? Je peux, tu as encore des choses à dire peut-être, hein? Mais je te laisse parler, tu as pris la parole. Non, mais tu sais, moi je suis comme ça, ça m'intéresse. Passe-toi parce qu'il va te la manger, l'invité. Oui, c'est ça, à un moment donné, il faut m'arrêter. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quel est finalement le plaisir le plus sympathique que tu peux avoir quand tu es dans les airs? Parce qu'il y a le moteur quand même, il y a tout ça. Est-ce que tu arrives quand même à... Il y a le moteur, mais on a un casque qui nous insonorise vraiment beaucoup. C'est pas très bruyant. D'accord. Et on est sur un moteur équivalent à une tondeuse, on va dire, sur le bruit, donc c'est pas non plus très bruyant. J'espère que tu as un moteur électrique. Pas encore. Ça va venir. Peut-être. En fait, on oublie le bruit, on oublie tout parce qu'on est à l'air libre et on a vraiment une sensation de liberté et d'être à l'air libre, de voler vraiment. Pas comme dans un petit avion, pas dans... J'ai volé avec d'autres choses et vraiment dans le gyrocoptère, on a cette sensation de liberté. Est-ce que tu as déjà... Vas-y. Est-ce que tu as déjà vécu un moment fou? Est-ce que tu peux nous le conter? Alors, le plus sympa, c'est de lier le projet d'avant, c'est-à-dire la plongée, et le projet actuel, qui est donc l'autogire, c'est les animaux marins, donc les baleines. Les baleines vues de là-haut, c'est encore plus magnifique que vu du bateau. Ça, c'est vraiment génial.
Ouais, ils sont pas encore là cette année, mais je les espère pas. C'est vrai. Donc sinon les dauphins, on les voit régulièrement, on voit des raies, des tortues quasiment à chaque vol, donc ça c'est super. Alors, Vas-y, moi, Eric. personnellement, j'ai un petit peu peur. Est-ce que il arrive que des personnes peuvent paniquer ou au contraire, grâce à vous, vont passer cette peur, se dire « Oh là là, mon Dieu, j'angoisse ça, comment ça se passe ?» Et puis, une fois là-haut, ils sont totalement admiratifs. Ou au contraire, il peut y avoir des petites crispations. Alors, sur la plupart des gens, si on doit faire une moyenne. C'est tout à fait normal d'avoir de l'appréhension parce qu'on ne connaît pas, parce qu'on est à l'air libre dans une machine qui n'est pas très grosse. Mais déjà, comme je disais, c'est une des machines les plus sûres qui volent, puisque le rotor ne tombe pas en panne. C'est une des machines les plus stables aussi, parce qu'on n'a pas d'aile appuyée sur la masse d'air. Donc forcément, si la masse d'air bouge, on a moins de surface appuyée dessus, donc on bouge beaucoup moins. Donc déjà, ça rassure. Et puis, passer les premières minutes, en fait, les paysages, et on est tout de suite rassuré. Après, c'est sûr qu'il y a des conditions, parfois, quand il y a beaucoup de vent, ça peut bouger un petit peu plus, mais voilà, c'est parti. Eric ? En tout cas, c'est un sacré engin, et pour l'avoir fait encore une fois... Tu l'as fait, donc tu étais monté avec Sophie ? Vous êtes rassuré tout de suite quand vous montez avec Sophie. Ouais. Elle est très professionnelle, donc elle va vous expliquer. Et en plus, il y a la sécurité, le casque, etc. Et quand on décolle, en fait, il y a une appréhension de quelques secondes. Et dès qu'on a décollé, c'est terminé. Ouais, c'est super. C'est super. Après, je pense que les paysages doivent aider aussi. Et après, beaucoup. on en prend plein les yeux. Sûrement. Ouais. Et donc justement, alors puisqu'on parle de ça, ce qui est bien avec ton job, c'est que tu peux proposer évidemment des baptêmes, tu peux proposer des cadeaux, quoi, finalement. Exactement, quelque part. il y a beaucoup de bons cadeaux. Parce que c'est vrai que c'est un cadeau original, ça change un petit peu des cadeaux habituels. Il y a plusieurs circuits possibles, donc c'est assez abordable. En fait, on a un peu tous les budgets. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire comme cadeau, n'hésitez pas. Non, mais c'est bien, mais c'est super sympa parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'original. Voilà, c'est super. Même si quelqu'un flippe un peu au départ, qui ne flippe pas de toute façon. Non, mais il y a beaucoup de gens qui sont attirés par le saut en parachute, c'est d'autres sensations, mais par des expériences dans les airs, et on n'y pense pas forcément. Hein. Et honnêtement, vu de là-haut, c'est vraiment magnifique. Hein. On se rend pas compte. La Martinique, vue à basse altitude et à l'air libre, ça n'a vraiment non, mais rien à voir. déjà en arrivant en avion, rien que par le Hugo, c'est déjà magnifique. Alors je suppose que au grand air, ça doit être top. Tu es la seule à piloter ? Il n'y a qu'un seul autogire et oui, je suis tout seul. Mais tu ne le partages pas. C'est le tien. Bah, tu me prêtes ta bécane, s'il te plaît. Allez, prête-moi ta bécane, allez. Dimanche. Est-ce qu'on est obligé d'être en mouvement ? Je veux dire, est-ce qu'on peut faire du vol stationnaire Alors, oui, ça c'est une bonne question. En vol, éventuellement, mais au sol, non. C'est la différence avec l'hélico. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, en vol, tu peux quand même je peux ralentir tourner autour du rocher du diamant, te stopper un peu. Problème, entre les tipailles en queue, tu peux... voilà, on les évite. Ouais. On les évite quand même un peu, je me doute bien. D'ailleurs, si je ne m'abuse, tu suis une formation d'hélico. Oui, j'ai passé un brevet hélico, oui. Donc, tu pourrais piloter un hélicoptère, en fait. Alors, en pilote privé. Pour l'instant, en pilote privé. C'est-à-dire que je peux emmener des gens, mais c'est déjà la première étape. Voilà. Mais alors, une question un peu naïve, mais est-ce que ça t'arrive de croiser certaines espèces, des oiseaux, parce que tu es quand même en basse altitude, et avec une île comme la nôtre, ça regorge beaucoup de... Est-ce que ça t'arrive de croiser des Louis Margot aussi Ouais, mais ça... J'ai pas vu. Les mecs qui rament un peu sur terre, enfin sur mer. Mais non, les oiseaux, on essaie de pas trop les voir de trop près. Ouais, mais c'est un danger aussi. C'est ça, ouais. Mais je pense qu'ils m'évitent plus que moi, je ne les évite. Ça ne t'est encore jamais arrivé de te retrouver confronté à... Non, je préfère arrêtez de lui faire avoir des problèmes à cette fille. Pourquoi elle aurait des problèmes ? Un avion, ça décolle, ça se pose, point barre. Enfin, un avion, un hélicoptère, peu importe. Plus dans un Airbus non plus. Ben non, c'est sûr. Je pense que la rencontre avec l'oiseau, avec l'Airbus ou avec le gyrocoptère, je pense que c'est pas la même. Ah, mais c'est très dangereux. Ouais, enfin bon, t'as une chance sur combien ? C'est pas. Mais non, Sophie, en plus, elle les évite, les oiseaux, elle sait faire. Juste la lame entre les... Ça se voit que tu sais éviter les oiseaux, je sais pas, je le sens. Je sais. Bon alors, Eric, la suite, c'est quoi ? La suite, alors moi je suis très fan de Sophie parce qu'elle est quand même maman, elle arrive à avoir toutes ses activités en même temps. Donc on parlait des femmes tout à l'heure, donc je pense que Sophie est un exemple aussi pour pas mal de femmes parce qu'elle est très autonome et elle fait beaucoup d'activités. Je fais ce que je peux en tout cas. Bon, finalement, aventurière aussi, quelque part. Parce que c'est pas toutes les femmes qui pilotent un gyrocoptère. Moi, t'es ma première femme que je rencontre qui pilote un gyrocoptère, par exemple. Tu vois. Donc aventurière dans l'âme, non, c'est ça ?
Qu'est-ce que tu dis à tes gamins quand tu pars là? Tu te dis dimanche, maman s'en va et on va Je faire leur des dis que je baptêmes. passe au-dessus de la maison et je regarde s'ils font pas de bêtises. Mais c'est royal, sérieux, c'est fabuleux ça. Elle les surveille tout le temps en fait, voilà. Tu reposes la télécommande de la télé, je te vois. Elle est cool. Mais c'est quoi? C'est une quête c'est un besoin d'évasion, une quête de liberté? Qu'est-ce qui explique cet engouement? Envie de faire des choses qui se font pas. Là, ça part vraiment de là au départ. Et puis de faire découvrir des choses différentes. Je sais pas. Et dans tes deux activités, c'est un partage aussi avec les gens de toute Oui, façon. c'est voilà. clair, c'est clair. Ou la plongée ou le gyrocoptère, tu fais partager tes passions. Ouais, mais d'où est venue cette idée de gyrocoptère en fait? Parce que j'ai essayé l'hélicoptère et puis que la marche était un petit peu trop grande et donc j'ai bifurqué en tout cas dans un premier temps sur le gyrocoptère. Donc cette expérience, on peut la trouver ailleurs sur la Caraïbe, genre en Le gyrocoptère, c'est là que j'ai découvert le gyrocoptère. Voilà. Donc on peut, en voyageant, Exactement. si on aime là, pouvoir Tout à fait. se sensibiliser aux enjeux ailleurs. Exactement. Réseauterie. Alors il faut savoir que le gyrocoptère, il est fabriqué par un Allemand qui s'appelle Autogyro. C'est un groupe, c'est un leader mondial du gyroplane en fait. C'est ça. T'as vu? Parce que moi je me suis renseigné. Oui, je vois. T'as vu ça un peu? Exactement. Et tu parles allemand ou pas? Non, c'est pour savoir pour la bécane, parce que si jamais c'est écrit en allemand. Pas du tout. Est-ce que, dis-moi, ce projet est né aussi d'un besoin de sensation? Parce que plonger, être au milieu des oiseaux dans l'air, mais fan d'hélico, est-ce que ça vient de ça? Je sais pas. C'est vrai que je peux pas rester les pieds sur terre et rien faire, ça c'est clair. Après, je suis pas là non plus à chercher spécifiquement les sensations. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, quoi. Puis il y a une transmission. Ouais, tout à fait, ouais. C'est-à-dire que je il y a la sensation, mais les gens sortent c'est enrichis émotionnellement et intellectuellement puisqu'ils ont le discours. Tout à fait. Eh ben, c'est exceptionnel quand même de voir une nana qui soit dans un gyrocoptère. Moi, je trouve ça fabuleux. Et d'ailleurs, tu vois, je vais demander à ma copine de prendre le pilote de gyrocoptère. Moi, je trouve que c'est pas normal qu'elle soit pas pilote de gyrocoptère. Non, mais sérieux. D'accord, pourquoi pas? Non, mais sérieux, c'est vrai, après tout. Bon, Andrea, tu avais une question. Ouais, mais moi j'ai toujours des questions. Mais c'est ton activité à plein temps? Maintenant, oui, c'est devenu à plein temps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de vols, donc il faut bien que j'arrive à les assurer. Donc, Une question quand même importante. Si demain je t'appelle et je te dis amène-moi à Sainte-Lucie, est-ce que c'est possible? Non. Ah, là, voilà. on passe sur du transport de passagers. Donc on va d'un point A à un point B. Là, on passe sur de l'aviation commerciale et donc ça, c'est pas possible. Moi, c'est que du vol touristique. Voilà, c'est du vol touristique. Alors, c'est pas possible de par la typologie d'engin? Oui, par la réglementation. Par la réglementation. Donc en fait, techniquement, je pourrais. Techniquement, moi toute seule, je pourrais aller me promener si je vais à Sainte-Lucie. Par rapport à l'autonomie, ah bah voilà. en fait. J'ai par trouvé, rapport à l'autonomie, Louis, j'ai trouvé. Oui. J'ai trouvé le truc. En fait, quand Louis Margot va repartir fin mars, début avril. Je peux le avril. suivre au départ un petit peu, oui, tout à fait. Déjà, mais imaginons qu'il a un coup de blues, genre à 1500 des côtes. Donc d'avoir un petit oiseau, il y aura un gyro au-dessus, c'est ça. On appelle Sophie. Sophie, non, tu m'appelles moi. Appelle plus ta mère, appelle-moi moi, Louis. Je t'envoie Sophie, tu vois ce que je veux dire? Ça sera ton oiseau de départ. Parce que Louis Margot, donc Impulse, comment dire, je me trompe. Louis Margot, donc. Human Impulse. Voilà, Human Impulse, il est toujours avec nous, il est là, il est dans l'émission, enfin il n'est pas dans l'émission, mais il est juste en face de nous. C'est pour ça qu'on en plaisante un petit peu. Oui, c'est vrai que je rame un peu. Je rame un peu, c'est vrai. C'est la fin d'émission, je rame un peu. Elle pourrait faire des belles images d'ailleurs de ton départ de Martinique. Oui, tout à fait, ouais. Ah, ça c'est vrai. C'est vrai. Mine de rien, t'as des projets, non? Excuse-moi, vas-y. Je t'ai carrément coupé la parole. Non, mais c'est de la faute d'Éléonore, parce qu'elle me cache ta personne, tu vois. Elle le fait exprès en plus. Attention. Vas-y. Du coup, est-ce c'est Yona que tu as développé en fait des compétences en termes de mécanique ou tu avais déjà parce que... Alors non, pas du tout. Non, j'ai un mécano, mais à force, oui, je commence un petit peu à trifouiller. En fait, je la connais, je commence à bien la connaître. Tous les bruits, je les connais par cœur. L'avantage de l'autogyre, c'est que le moteur aussi est à l'air libre. Donc malgré tout, une inspection visuelle, quand on a un moteur dans un avion qui est complètement dans la carlingue, on voit absolument rien de ce qui se passe. Là, il y a le moindre truc, tout de suite ça saute aux yeux. Quelle puissance ont les moteurs d'ailleurs? Oui, c'est une question que vous pouvez poser. 100 chevaux sur celui-ci. Ouais. Combien, pardon? 100 chevaux. 100 chevaux, d'accord. Alors après, si je te... 100 chevaux. Par exemple, quand tu fais un plan anniversaire,
T'as toutes tes copines qui se pointent en voiture. Sophie, elle se pointe en gyrocoptère. Ça vaut le coup quand même. C'est la classe. En fait, ça faire découle une petite piste par Quentin pour que je puisse me poser. Hein, parce que... Justement, ça, en fait, c'était une question que je voulais te poser au départ. Si justement je te dis, bah viens, on se rejoint au François. Ouais, non, c'est compliqué. Ça serait compliqué. Ouais, Il faudrait qu'il y ait une on zone pourrait de peut-être réussir à me poser, mais pour redécoller, on n'a pas le droit de se poser et puis on peut n'importe pas, où. il faut une autorisation. Mais tu pourrais le demander. Tu pourrais demander une. Sur un terrain privé, oui, si c'est dans l'axe du vent, c'est relativement plat et il faut quelle distance de piste? Pour me poser, il me faut 100 mètres à peine. En sécurité, je parle. Hein. Je me pose sur 50 mètres, mais pour que ce soit sécuritaire, il faut 100 mètres. Quel était ton vol le plus beau? Je suis vraiment fan de toute la côte atlantique sud. Tout le Macabou, les Salines, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment l'endroit qui est. C'est là que je t'ai vu, moi, pour la première fois. Toi et moi, Sophie, on s'est vu pas la première fois aux Salines. C'est vraiment très chouette. Tu gères le temps un petit peu capricieux de l'île? Eh ben, c'est pas facile. C'est pas facile, mais il y a des applications qui sont assez fortes là-dessus. C'est l'image radar, en fait. Et c'est vraiment la pluie la plus grosse contrainte. Donc, j'ai une confirmation météo que je fais systématiquement 1 heure avant pour les gens. Il y a des zones de repli éventuellement, non? Il y a des zones de repli? Non, je pars pas quand il fait pas beau. En fait. Je regarde ce qui arrive et je décolle en fonction. Il y a des... Pardon, vas-y. Il y a des artistes, je pense à des photographes qui ont utilisé ce moyen de transport pour pouvoir prendre. Il y a des photographes qui font ça. Moi, j'en fais aussi pas mal de photos que je poste qui sont c'est vraiment chouette. On y va, la question continue. Hein. T'as vu, la pauvre, elle va s'endormir dans la voiture, la pauvre. Non, faut pas, hein, c'est interdit. Tu as eu des moments de turbulence ou pas? Des moments un peu de flip quand même? Te dire merde, j'étais pas au bon endroit au bon moment? Avec des grains justement qui peuvent arriver où on a une aérologie qui est particulière sur la Martinique avec pas mal de relief. Et c'est vrai que parfois ça arrive et ça s'étend très vite. Oui. Donc, ça on peut a vu qu'en Martinique, la météo elle change en 5-10 minutes, hein, c'est incroyable. C'est clair. Donc là, il faut être vigilant. Et le relief, tu le gères justement un peu comme les parapentes ou des choses comme ça? Non, je me sers pas trop des courants. Après, j'essaie d'être plus au vent que sous le vent, mais c'est pas toujours facile. Moi, je vous propose d'applaudir Sophie Noroy-Turgot, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment une femme exceptionnelle, une femme de talent, une femme d'expérience et d'aventure. Donc bravo, vraiment, c'est super. C'était pas, on se connaissait pas, et c'est bravo Eric. C'était une très belle chronique. On a été très très heureux de te rencontrer ce soir. C'est partagé en tout cas. J'espère vous avoir bientôt en vol. En tout cas, ça a été pour nous une belle découverte. On a fini, les enfants, ou pas? Oui, c'est fini, la émission, là. C'est terminé, Andrea? Je valide, c'est terminé. Bon, mais tu voudrais rester, toi, encore un peu. Hein. Mais non, hein, on peut pas. Hein. On a des choses dans la vie à faire. Hein. Merci, Sophie, en tout cas. Franchement, trop sympa. Donc, c'est la société Aérodream. Hein, pour Aérodream. Alors oui, quand même, un numéro de téléphone, peut-être, non? On peut te joindre? 06 96 29 85 60. Voilà. De toute façon, on le mettra sur la vidéo aussi. Donc, t'inquiète pas, on saura. Avec Maxi, on sait tout de suite. GT Mag, on sait. Vous étiez avec la bande AGM de retour à l'arrobase, mais aussi avec Maxime Martinique et en simultané vidéo sur gtmag.fr avec nos chroniqueurs et nos chroniqueuses. Andrea Tufano, qu'on peut applaudir bien fort. Vanny Le Bouliec, applaudissez, hein, je vous laisse faire. Éléonore Théodose, donc. Yonan Amric, mais aussi Éric Rouget, Nicolas Aron. On les retrouve la semaine prochaine. Et non Stéphane. Et non Stéphane. Et oui, et non Stéphane. Oui, mais ça, c'est bon, voilà. Ah bah c'est ton petit nom. Merci à JM de la bande AJM qui est réfléchi, pensé pour remplacer Louis Margot, parce qu'il est fatigué un peu, Louis, là. Donc peut-être que JM va le remplacer, on verra, hein, pour au moins jusqu'au Colombie. Après, on verra. Non, allez, je plaisante, bien sûr. On va aller jusqu'aux Salines, et puis... Exactement. On remercie donc... s'arrêter pour une petite planche d'Accra, et hop. Exactement. On remercie donc Louis Margot, Human Impulse, qui va repartir donc pour son périple autour du monde, à la force humaine. Merci à Yves Gagny, qui organise la Randocan. Jean-Yves, décidément, hein, j'oublie le Jean. Merci donc à Sophie Noroy-Turgot donc, et son gyrocoptère. Ce week-end, retrouvez tous les sports avec RMC Antilles, du lundi au vendredi, la matinale d'Apolline de Malherbe, suivi du Super Moscato Show, l'ami intime, on va dire, de Éléonore Théodose, d'accord? Et entre les deux, eh bien, l'instanto avec JM de la bande à JM. La semaine prochaine, je recevrai un super artiste, mais je ne serai peut-être pas là. Peut-être 2 artistes, mais je ne serai peut-être pas là. Tu le feras comment? À distance? Eh bien non, je laisserai Andrea Tufano, peut-être, on verra, me remplacer. Si Dieu veut. Je serai peut-être en train de dîner et je laisserai Andrea mener cette émission avec votre collaboration, bien sûr, évidemment. Merci encore. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Merci Andrea. À la semaine prochaine, Andrea. Ciao, ciao.